Salut tout le monde, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai mis du temps à la sortir car j'étais prise par la création de mon entreprise et les recherches de la vidéo ont été très longues. Bon, avant de commencer, il faut savoir que l'origine de tous les dragons asiatiques vient du dragon chinois. Puis sa légende s'est propagée dans tous les autres pays, mais les dragons de chaque pays ont leur spécificité, même s'ils se ressemblent beaucoup ou si leur morphologie est à peu près la même, à quelques détails près, comme le nombre de griffes. Donc dans cette vidéo, je vais aborder les dragons de 3 pays. Bon, bien sûr, le dragon chinois, vu qu'il est à l'origine de tous les autres dragons, mais aussi le dragon japonais et coréen. Enfin bref, j'arrête de parler. Ah, et avant de commencer, je m'excuse d'avance pour les prononciations. Allez, let's go! On va commencer par le commencement, ce qui est logique en fait, avec le dragon chinois, qui contrairement à ses voisins occidentaux, ne crache pas de feu. Voyons sa représentation. Il a un corps serpentin, 4 pattes, il n'a pas d'ailes, il a des serres, des écailles et généralement 4 griffes. Mais dans le symbole traditionnel de l'empereur chinois, il avait 5 griffes. Et personne n'avait le droit d'avoir une illustration avec un dragon à 5 griffes, car le nombre de griffes définit le rang de quelqu'un. Et les dragons à 5 griffes symbolisaient la souveraineté des empereurs et tous les éléments qui lui étaient rattachés étaient exclusivement réservés au pouvoir impérial. Alors, le dragon asiatique en général est considéré généralement comme bienveillant et gentil, symbolisant la sagesse, le pouvoir et la chance dans la culture chinoise. La plupart des dragons sont sans ailes et les mâles possèdent le pouvoir de voler et d'apporter la pluie. Et donc il va avoir un impact sur les récoltes. Les femelles, quant à elles, contrôlent les eaux terrestres comme les rivières, les lacs, les mers et les puits. Dans la culture chinoise, ils portent bonheur, éloignent les mauvais esprits et le peuple croit qu'il peut offrir une protection aux maisons et entreprises. Les dragons sont très respectés dans la culture chinoise et sont cités dans plusieurs proverbes et textes chinois. On les retrouve aussi sur de nombreux temples construits pour les honorer, mais aussi sur les marches des palais et des tombes impériales, comme la cité interdite à Pékin. Maintenant, voyons un peu ses origines avant de parler des différents types de dragons. Alors, on ne connaît pas exactement les origines, mais les symboles remontent à environ 3000 ans avant notre ère. D'après une théorie, il aurait évolué à partir d'anciennes pratiques de culte des totems. Le peuple avait créé les dragons en combinant plusieurs créatures. Il existe différents types de dragons. Il y a le dragon céleste ou Qianglong. Il est considéré comme une étoile dans l'astrologie. Il vit dans les cieux, garde les palais des dieux et tire les chars des dieux. Il symbolise l'élévation spirituelle. Le dragon spirituel ou Shenlong, de couleur bleue, il fertilise la terre en faisant tomber la pluie durant ses promenades, mais il peut aussi créer des catastrophes naturelles. C'est un dragon impérial car il possède 5 griffes. On a aussi le dragon au trésor caché, ou Fuzanglong. Gardien des trésors enfouis et des souterrains, il a une perle magique. En parlant de souterrains, on a aussi le dragon souterrain ou Dilong. C'est l'un des dragons les plus puissants du monde, il dirige les cours d'eau. Le dragon ailé ou Yanglong, c'est une divinité de la pluie dans l'ancienne mythologie chinoise. C'est le plus ancien et le seul à avoir des ailes. On a aussi le dragon à cornes ou Qilong, qui est réputé pour sa puissance physique et de feu. Il protège les répliques et les objets sacrés contre les intrus mortels. Le dragon enroulé ou Panlong, il est aquatique, symbolise un motif ancien dans l'art chinois et vit dans les lacs de l'Est. Le dragon jaune ou Wanglong émerge de la rivière Luo pour communiquer aux hommes les bases de l'écriture par l'intermédiaire de l'empereur Fuxi et il règne sur les Xixiang, créatures célestes de la constellation chinoise. Et enfin, les rois dragons ou Longwang. Il y en a 4. Ce sont les plus grands et les plus puissants. Ils règnent sur les 4 mers qui sont chacune associées à une couleur et à un plan d'eau, correspondant à l'une des 4 directions cardinales. On a le dragon roi de l'Est, qui est représenté par le dragon azur, ou Aoguan,
essence du printemps et défendeur de la mer de Chine orientale. Le dragon roi du sud, représenté par le dragon rouge ou Aokin. Essence de l'été et protecteur de la mer de Chine méridionale. Le roi dragon de l'ouest par le dragon blanc ou Belong. Essence de l'automne et protecteur du lac Qinghai. Et pour finir, le dragon roi du nord, représenté par le dragon noir ou Aishen ou Aoming, protecteur du lac Baikal. Waouh, ça fait beaucoup de dragons tout ça. Et oui ma petite mystique, mais c'est pas fini, parce qu'il y a aussi 9 fils du dragon, qui sont des êtres protecteurs qu'on retrouve sur la plupart des édifices impériaux ou religieux en Chine, au Japon, au Vietnam et en Corée. Les 9 fils sont différents les uns des autres par leur apparence et leur caractère. On peut aussi les retrouver en train de tenir une pierre précieuse dans leurs pattes. L'expression « le dragon a 9 fils » existait déjà sous la dynastie Ming. Quand l'empereur Ming Xiaxiong demanda à Li Dongguan, employé au palais, quel était leur nom, il ne le savait pas. Donc il proposa de créer une liste de créatures fantastiques. Et on retrouve donc les 9 fils du dragon avec King Yu, c'est l'aîné et il a une tête de dragon et un corps de serpent. Il aime la musique, il est doux et on le retrouve sur de nombreux instruments de musique. Ensuite on a Yazi, qui a la tête d'un dragon et le corps d'un chacal. Il aime se battre et il est agressif. C'est le dieu de la guerre dans la Chine ancienne. On le retrouve sur des armes antiques. Xiangfang, lui ressemble à une bête. Il est audacieux, aime l'aventure et il peut provoquer des catastrophes naturelles. On le retrouve sur les corniches des palais chinois et apporte sa bénédiction aux passants. Pulao, il a un corps très souple, adore rugir et il a une voix puissante et on le retrouve sur les cloches. Suani ressemble à un lion, il est féroce et coriace. Il a une grande force mais préfère regarder les feux d'artifice. On le retrouve souvent en train de porter des hôtes stèles comportant des textes. Bixi ressemble à une tortue. Il a une très grande force et peut porter des objets très lourds. Et on retrouve de nombreuses statues qui sont placées sous les pierres tombales. Biang ressemble à un tigre. Il est sage et a le sens de la justice. Il apparaît dans les prisons et les tribunaux. Fuxi a une tête de lion et un corps de dragon. Il adore la littérature et la calligraphie. Il est gravé sur les stèles autour des pierres tombales. Et enfin le dernier, qui est Shiwan, c'est le plus jeune. Il possède une tête de dragon et un corps de carpe. La légende raconte que c'était le dieu de la pluie et qu'il pouvait éteindre le feu. On le retrouve au niveau des angles de toit pour qu'il protège des incendies. Après avoir vu les différents dragons et les 9 fils, voyons maintenant la signification de la couleur du dragon. Alors, elle détermine leur habitat, leur force et leur rang. On a le dragon bleu et vert. Il symbolise la nature, la santé et la tranquillité. Et certains l'associent à la paix, au repos et à la guérison. Le dragon blanc, quant à lui, symbolise la pureté, mais certains l'associent à la mort, au deuil et au mauvais présage. On a aussi le dragon rouge qui symbolise la fortune, le bonheur et la chance. Il est donc populaire pendant les festivals et les mariages pour attirer le bonheur et la fortune. L'avant-dernier, c'est le dragon jaune. Il symbolise richesse et pouvoir. Certains pensent qu'il peut contrôler le temps et les saisons. C'est le plus vénéré et les anciens l'utilisent comme symbole de l'Empire, mais aussi à la chaleur, la sagesse et la richesse. Et c'est le seul à posséder 5 griffes. Et enfin, le dragon noir. Beaucoup de monde l'associe à la vengeance. Ouh là là, il y a trop d'informations, ça me donne mal à la tête. Ah, t'inquiète mystique, on regarde sa signification dans l'astrologie car c'est le 5e signe, puis on passe au nouvel an chinois. Wow, trop cool, on va faire la fête. Moi c'est ça. Alors, où j'en étais déjà? Ah oui, c'est vrai. Le dragon est donc le 5e signe de l'astrologie chinoise. Tous les signes ont un rang, car selon la légende, pour désigner les 12 animaux qui feront partie du signe des zodiaques, l'empereur de Jade a décidé d'organiser une course entre tous les animaux de la Terre, et qui se terminerait par le franchissement d'un fleuve, avant d'arriver à son palais. Et du coup, les 12 premiers à arriver définiront les animaux du zodiaque. Et donc le dragon est arrivé en 5e position. Les personnes nées l'année du dragon sont plus prospères, nobles, déterminées et plus sûres d'eux que les autres. Voilà pour l'astrologie. Passons au nouvel an lunaire ou chinois. Mais quelle est son origine? Selon une légende, tous les ans en hiver, au passage de la nouvelle année, une créature million mi-taureau au nom de Nian venait dévorer les villageois et le bétail. Mais un jour, un vieil homme,
serait arrivé dans le village de campagne et un soir de Nouvel An, connaissant les peurs de la créature qui sont le bruit, la lumière et la couleur rouge, il décida de réunir des casseroles, des chiffons rouges, des bambous secs et des bougies. Il cloua donc les chiffons sur les portes d'entrée, alluma les bougies et mit le feu au bambou à minuit, l'heure où Nian arrivait. Le craquement des bambous secs brûlants, le bruit des casseroles sur lesquelles le vieil homme tapait et le rouge écarlant des chiffons auraient effrayé Nian qui aurait rebroussé chemin. Et depuis, cette tradition se répéta tous les ans pour faire fuir Nian. Et donc ce nouvel an commence par une danse du dragon, comme de nombreuses célébrations. Mais il y a aussi un festival qui a lieu le 5 mai du calendrier lunaire, qui est le festival des bateaux dragons, qui est célèbre dans toute la Chine. À la base, c'était des activités de désinfection et stérilisation. Les ancêtres chinois nettoyaient leurs cours et accrochaient de l'armoise, qui est une herbe médicinale chinoise. Son arôme peut rafraîchir l'esprit et repousser les moustiques, les mouches et les fourmis, mais aussi purifier l'air. Ils accrochaient aussi sur leurs portes de l'accord odorant. Mais ce n'était pas tout. Ils faisaient aussi leur toilette avec de l'eau additionnée, de battoirs, d'armoises, d'accords odorants et autres herbes médicinales chinoises. Ils portaient aussi des sachets de parfums remplis d'herbes médicinales chinoises et aujourd'hui on peut en retrouver dans des stands en Chine. Les ancêtres récoltaient aussi des herbes médicinales chinoises et buvaient aussi du vin de réalgar ce jour-là. Le réalgar est un médicament traditionnel chinois principalement utilisé pour la désintoxication, les plaies et les morsures de serpents. Mais alors d'où vient la coutume des bateaux dragons si à la base c'était des activités de désinfection et de stérilisation? Il y a une légende qui dit qu'en 278 avant Jésus-Christ, le 5e mois lunaire, un poète chinois du nom de Qi Huang s'est jeté dans le fleuve Miliu. Les gens sont allés chercher son corps dans le fleuve et pour éviter que les poissons dévorent son cadavre, ils ont fabriqué des boulettes de riz gluants enveloppées des feuilles de bambou. Ça s'appelle des zonsi. C'est ce qu'ils mangent aujourd'hui durant cette fête. Alors, les chercheurs sillonnaient le fleuve dans leur bateau pour leurs recherches. Et c'est de là que viendrait le nom de bateau dragon, qui est aujourd'hui une course annuelle de bateaux dragons organisée dans toutes les provinces chinoises. Voilà, on a fini avec les dragons chinois. Maintenant voyons les dragons coréens, qui dérivent donc du dragon chinois. Mais les Coréens ont souvent pensé que leurs dragons étaient à l'origine des autres dragons. Mais des archéologues ont découvert des statues de dragons dans le Henan, qui est célèbre pour être le berceau de la grande civilisation chinoise. L'histoire du dragon coréen s'inspire très probablement de la créature mythologique d'origine indienne, Neiga. Les dragons coréens portent le nom de Yong. Comme les dragons chinois, il est le symbole de pouvoir, surtout dans la royauté, et sont bienveillants. Alors, concernant leur habitat, une grande partie vivent dans les rivières, lacs, océans ou étangs. Ils apportent la pluie, ce qui est nécessaire aux récoltes abondantes. Ils ressemblent beaucoup aux dragons chinois, sauf qu'ils ont 4 griffes au lieu de 5. Et sont certaines fois représentés avec une sphère dans la bouche qui se nomme Yuiju. D'après la légende, ceux qui arrivent à maîtriser le Yuiju étaient dotés des capacités de toute puissance et d'innovation illimitées. En Corée, le numéro 9 est primordial. Il symbolise un bon présage et du coup les dragons possèdent 81 écailles sur leur dos, car 9 x 9 fait 81. Mais ils sont aussi capables de comprendre des émotions complexes et d'en éprouver comme la sympathie ou la gratitude. Et une dernière chose qui est beaucoup plus rare, ils peuvent communiquer avec les humains. En Corée aussi, il existe plusieurs types de dragons. Il y en a 3. Le Yeon, le plus puissant et il protège le ciel. Le Yo, qui vit dans l'océan et n'a pas de cornes. Et enfin le Tio, qui vit dans les montagnes. Mais dans ces différents types de dragons, il y a plusieurs sortes de dragons. Comme le Imogi, qui n'est pas encore un dragon mais un serpent gigantesque. Et du coup, beaucoup de dragons coréens naissent d'abord en tant qu'Imogi sous forme de serpent gigantesque. Ils désirent à tout prix devenir un dragon. Et pour qu'un Imogi devienne un vrai dragon, il y a plusieurs versions. La première, c'était qu'ils devaient attraper un Yuiju tombé du ciel. Et la seconde, vu qu'ils ont été dépourvus de cornes, ils ont été maudits et interdits d'être des dragons. Et la troisième version, c'est que c'était un proto-dragon qui devait survivre 1000 ans dans sa forme de serpent géant. Il est bienveillant et porte chance. Et le Cocatrix coréen, ou Chailyon, mais ceux-là on les voit beaucoup moins que les autres dragons. Voilà pour les différents types de dragons coréens. Mais pendant la dynastie de Joseon, les souverains ont porté des robes avec des dragons dessus appelés Goyangposé,
pour affirmer leur pouvoir et montrer qu'ils apportent l'équilibre des énergies. Seuls les rois pouvaient porter la robe écarlate avec un grand emblème rond d'un dragon à 5 griffes appelé Ojo Longbo. Les princes héritiers, eux, portaient un Sadio Longbo, emblème du dragon à 4 griffes. Et le premier fils du prince héritier portait un Saimbo Yongbo, emblème du dragon à 3 griffes. Et leur robe était accompagnée aussi d'un chapeau. Et de nos jours, le dragon est encore beaucoup présent en Corée. Voilà pour le dragon coréen. Passons au dernier dragon, le dragon japonais, appelé Ryu ou Tatsu. Il ressemble au dragon chinois avec une apparence serpentine sans ailes et recouvert d'écailles. Mais ils ont seulement 3 griffes. Les dragons ont un nombre de griffes différents car plus le dragon voyageait et plus il perdait de griffes. Le dragon japonais est symbole de force et de pouvoir, gardien du bouddhisme, vivant généralement dans la mer et pouvant se transformer en humain. Le dragon japonais a souvent été le symbole de l'empereur ou d'un héros. Il fait partie de l'une des 4 créatures célestes de la mythologie japonaise, avec Xianyu, le dragon azur, Suzaku, le phénix, Byakko, le tigre, et Jianbu, la tortue. Comme le dragon chinois et coréen, les japonais aussi ont plusieurs dragons. Le dragon Hanyu, multicolore et rayé sur tout le corps, de 9 couleurs différentes. Un des plus grands dragons avec des longueurs de plus de 12 mètres. Le dragon Kalyu, de couleur rouge, plus petit que les autres et mesure 2 mètres. Le dragon Suilyu, il contrôle la pluie et provoque des pluies rouges colorées par son sang quand il souffre. Le dragon Lilyu, rare et difficile à trouver avec une acuité visuelle extraordinaire. Le dragon Hailyu, oiseau-dragon issu de la mythologie chinoise. Le dragon Fokuliu symbolise la bonne fortune et porte chance. Et le dragon Kinyu, dragon d'or. Les couleurs, tout comme les dragons chinois, ont une signification. Le dragon noir symbolise le savoir et la sagesse. Le dragon vert, associé au petit dragon, représente la vie et la terre. Le dragon bleu, associé à ceux de l'Ouest, représente la paresse, la compassion et le pardon. Le dragon jaune, associé à ceux qui viennent de l'Est et ceux qui sont égocentriques et obligeants. Le dragon blanc représente le deuil et la mort. Le dragon doré signifie la sagesse, la bonté et la serviabilité. Et enfin, le dragon rouge personnifie la passion et l'abnégation. Mais il existe aussi 4 rois dragons qui sont le dragon céleste qui garde les demeures des dieux, le dragon spirituel qui gouverne le vent et la pluie, mais qui peut aussi causer des inondations, le dragon de la terre qui nettoie les rivières et approfondit les océans, le gardien de trésors qui protège les métaux précieux et les pierres, et enfin, le dragon impérial. On retrouve le dragon japonais dans des dessins très répandus dans les peintures à l'encre de Chine dans la période Tang, mais aussi des dragons enroulés sur certaines pagodes japonaises, mais aussi sur la porte de la chambre principale, de l'entrée principale et sur le plafond de Nikoto-shogu. On retrouve aussi de nombreux dragons enroulés, et sur l'entrée de Takusaibyo, temple de la littérature, on retrouve des dragons à 4 griffes. Maintenant, voyons quelques légendes de dragons japonais. Et on va commencer par la légende de Yamato no Orochi, dragon géant à 8 têtes, qui est mentionné pour la première fois dans la compilation des récits Kojiki et de Nihongi. Susanoo, le kami de la foudre et de la tempête, fut chassé du royaume céleste. Il descendit alors sur terre au mont Tolikama, à la source de la rivière Hi, dans la province d'Izumo. Il remonta le cours d'eau de la rivière et tomba sur un couple qui pleurait car depuis 7 ans, il devait sacrifier une de leurs filles pour Orochi. Et cette année, c'était au tour de leur dernière fille, Koshinada Hime. Susanoo leur proposa son aide en échange de la main de leur fille. Le couple acceptèrent, et Susanoo transforma leur fille en peigne et la mise dans ses cheveux, et dit aux parents de préparer du saké, et de mettre une clôture autour de leur maison avec 8 portes, dont chacune ayant un bac rempli d'alcool. Oui, car les dragons adorent cet alcool. Quand le dragon arrivèrent, Susanoo voit qu'il avait les yeux rouges, 8 têtes et des cyprès et sapins poussent sur son dos. Le dragon est immense, il s'étend sur plusieurs collines, et il arrive donc vers la demeure du couple, et va directement boire le saké, et s'endort. Susanoo en profite pour le tuer, en utilisant son épée céleste, et le découpe en morceaux. En ouvrant la queue du dragon, il trouva une épée qui donna à sa sœur Amaterasu. Puis Susanoo construit son palais à Suga. Ensuite on a Watatsumi ou Ryojin, dieu et roi de la mer, vivait dans un palais sous la mer, connu sous le nom de Ryogoju. Il servait de gardien dans la religion shintoïste et accueillait les humains dans son royaume quand ils tombaient en mer.
Mais j'en parle dans ma vidéo 5 dragons mythiques partie 1, donc je vais pas en reparler dans cette vidéo. Si cette légende vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo. Et je mettrai le lien en description. C'est la même chose pour Otohime, j'en parle dans la même vidéo. Puis on a Mizushi, le dragon à 4 pattes, ou le dragon sans cornes. C'est un dragon d'eau qui vivait dans la rivière Kawashima. Il tuait toutes les personnes proches de lui avec son souffle empoisonné. Agatha Mori, un ancêtre du clan Kasanomi, se rendit à la rivière pour proposer un défi au dragon. Agatha Mori lança 3 calebasses dans le bassin de la rivière qui resta à la surface de l'eau. Il dit à Mizushi de faire couler les cabas sinon il le tuait. Le dragon s'est transformé en cerf pour les couler, mais n'a pas réussi, et Agatha Mori l'a tué ainsi que tous les dragons qui étaient dans la rivière. Selon la légende, la rivière serait devenue rouge à cause du sang qui a été versé. Puis la dernière légende dont je vais vous parler, c'est Kiyohime, princesse de la pureté, fille d'un propriétaire ou de shoji, un chef de village. Donc une famille riche qui recevait et hébergeait les prêtres en déplacement. Un beau prêtre appelé Hanchin était tombé amoureux de Kiyohime, mais a décidé de ne plus la croiser à nouveau, ce qui n'a pas du tout plu à la jeune femme qui s'en est pris à lui avec rage. Les deux se sont croisés sur la rivière Hidaka. Hanchin a demandé l'aide d'un batelier pour traverser la rivière, en lui disant de ne pas faire monter Kiyohime pour qu'il puisse s'échapper. En connaissant le plan d'Hanchin, la jeune femme a sauté dans la rivière et a commencé à nager vers son bateau. Sa rage la transforma en dragon. Hanchin s'est précipité dans un temple et les prêtres l'ont caché sous une cloche. Mais le dragon l'a trouvée grâce à son flair. Elle s'est enroulée autour de la cloche et a frappé dessus plusieurs fois, et a craché du feu ce qui a fait fondre la cloche et a tué Hanchin. Et pour finir avec le dragon japonais, je vais un peu vous parler de la cérémonie Kinyo-no-kome à Tokyo, qui a lieu dans le temple Sansuchi d'Asakusa. Un dragon doré parade autour de l'édifice religieux. Une personne contrôle une balle en forme de lotus qui représente Kannon, la déesse de la miséricorde. Et il y a 8 danseurs qui contrôlent le dragon doré. Le dragon pèse environ 88 kg. Son corps mesure 18 mètres de long. Et il a 8888 tekai. Ça fait beaucoup de 8, mais étant un chiffre porte-bonheur pour les Japonais, c'est normal qu'on le retrouve lors de cette parade. Le dragon est accompagné par des geishas sur un char, qui jouent du hayashi, une musique japonaise, en utilisant des instruments japonais comme le myobachi et dora. La danse du dragon dure 10 minutes. Mais ce n'est pas le seul moment où l'on retrouve le dragon doré, car il apparaît aussi lors de la fête des chrysanthèmes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les dragons asiatiques, qui a été un peu longue, je vous l'accorde, mais les recherches étaient super intéressantes. J'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et la cloche pour ne pas rater les vidéos qui sortent. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye!